Je me souviens encore de la chaleur de la dinde sous mes mains quand je l'ai posée sur la table. J'étais levée depuis 5 heures du matin, j'avais saumuré la viande, ajusté les épices, retourné le plat toutes les 45 minutes comme si c'était la chose la plus importante du monde. 25 minutes de route à travers Montbrison avec le chauffage à fond pour que la purée reste chaude. J'avais sorti les bonnes serviettes, celles en tissu que j'avais offertes à Sylvie 3 Noëls plus tôt, celles qu'elle ne sortait que pour les invités. Je les avais pliées en éventail. Personne ne me l'avait demandé. Personne n'avait remarqué. Le dîner était à moitié entamé quand ma mère a posé sa fourchette, m'a regardé de l'autre côté de la table et elle a dit ça. « Tu n'es qu'un fardeau. Tu l'as toujours été. » Mon frère Gauthier a ri. Pas un rire gêné, un vrai rire franc. Et il a ajouté qu'au moins lui, il rendait cette famille fière. Mon père a regardé son assiette. J'ai posé ma fourchette, j'ai plié ma serviette. J'ai repoussé ma chaise, récupéré mon manteau sur le crochet près de la porte, et je suis sortie. Sans dispute, sans larmes, sans porte claquée. Juste le petit clic du loquet derrière moi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je payais le toit au-dessus de leur tête depuis 8 ans. Et ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi ce dîner leur a tout coûté. Je m'appelle Sloane, j'ai 32 ans, je suis comptable dans une petite ville de Normandie. Si cette histoire vous touche, laissez un mot en commentaire. Voici comment ma famille m'a traité comme un distributeur automatique pendant 8 ans, m'a appelé fardeau à table un soir de Noël et a découvert ce qui se passe quand le distributeur ferme. J'avais 14 ans quand j'ai remporté le concours régional de mathématiques. Première place. Un trophée couleur or avec une petite plaque gravée à mon nom et à l'année. Je l'avais ramené chez moi dans le bus scolaire en le tenant sur mes genoux tout le trajet pour qu'il ne s'abîme pas. En poussant la porte d'entrée, l'odeur qui m'a accueillie, c'était le pepperoni. Ma mère avait commandé des pizzas, 4 grandes, pour fêter l'entrée de Gauthier dans l'équipe de football du lycée. Il avait 17 ans et venait enfin de décrocher une place de remplaçant. Ma mère était au comptoir, elle découpait les pizzas sur des assiettes en carton, avec ce grand sourire qu'elle réservait à Gauthier. Elle a dit que mon frère travaillait tellement dur que tout le monde ne pouvait pas intégrer une équipe. J'ai posé mon trophée sur le comptoir, juste à côté des boîtes. Personne n'a regardé. On a dîné en parlant du programme d'entraînement de Gauthier, de son coach, de ses nouvelles chaussures à 120 € que mon père avait, je l'ai compris plus tard, réglées avec une carte de crédit qu'il ne pourrait pas rembourser. Après le repas, j'ai fait la vaisselle. Le trophée est resté là 3 jours avant que je le monte dans ma chambre, la petite, celle à côté de la buanderie où le sèche-linge vibrait dans le mur chaque soir. La chambre de Gauthier était la plus grande de la maison. Il avait sa propre télévision et un verrou sur la porte. Moi, j'avais une fenêtre qui donnait sur le mur du garage des voisins. Ce même mois, j'ai entendu ma mère dire à Madame Flocon d'Avoine, par-dessus la clôture, que Gauthier allait décrocher une bourse sportive pour l'université. Il n'a pas décroché. Il a été écarté de l'équipe 3 mois plus tard pour absence répétée aux entraînements. Je le savais, je n'ai rien dit. J'avais 14 ans et j'ai appris quelque chose que la plupart des gens comprennent bien plus tard. Le silence peut être une arme ou une prison. Je n'avais pas encore décidé lequel c'était pour moi. J'ai intégré l'université de Normandie avec une bourse académique qui couvrait 70% des frais. J'ai cumulé 2 emplois pour le reste, le matin à la librairie du campus, le week-end dans un cabinet de conseil fiscal en ville. Je mangeais beaucoup de sandwichs au beurre de cacahuètes. J'ai obtenu mon diplôme de comptabilité en 4 ans, sans aucune dette. Gauthier, lui, a tenté un semestre en BTS, a décrété que ce n'était pas pour lui et est redescendu vivre dans la cave de mes parents pour se concentrer sur son entreprise. Son entreprise, c'était la vente de t-shirts personnalisés en ligne. Ça a duré 4 mois. Le site existe encore, techniquement. 0 commande depuis 2017. À 24 ans, 2 ans après mon diplôme, j'avais mon premier vrai poste en comptabilité quand Sylvie m'a appelé. François, mon père, s'était déchiré 3 ligaments dans le bas du dos sur un chantier. La sécurité avait pris en charge l'opération, pas le reste. Il faut qu'on ait de l'aide pour les factures. C'est ma mère qui m'avait dit ça, avec cette voix douce qu'elle prenait quand elle voulait que je ne refuse pas. Je gagnais 36 000 € par an à mon premier poste en comptabilité. J'ai commencé à envoyer 800 € par mois. C'était plus d'un quart de ce que je touchais réellement. Je mangeais des pâtes 5 soirs sur 7. Je sautais le déjeuner presque tous les jours.
J'ai acheté mes tenues de bureau chez Emmaüs et je les retouchais moi-même. Un soir, j'ai demandé à ma mère si Gauthier participait, lui aussi. Sa voix a changé d'un coup. « Ton frère construit quelque chose. Toi, tu as juste un emploi. » C'était mon premier chèque. Je l'ai rempli à ma table de cuisine, dans mon studio avec le radiateur qui cognait à 2 heures du matin. J'ai signé, j'ai fermé l'enveloppe, je l'ai porté à la boîte aux lettres au coin de la rue. Sur les 8 années suivantes, j'en ai envoyé 312 autres. 8 ans, c'est long pour être le compte bancaire de quelqu'un. À la 3e année, j'avais été promue comptable senior chez Leblanc et Webb, un cabinet à Montbrison. À la 5e, j'avais obtenu ma certification professionnelle, préparée le soir après des journées entières passées sur les déclarations fiscales des autres. À la 8e, mon salaire avait grimpé à 58 000 €, avec une activité de comptabilité freelance qui m'en rapportait 15 000 de plus. Sur le papier, ça allait. Dans la réalité, chaque mois, je signais les mêmes chèques. 1 200 pour le crédit immobilier, 340 pour la mutuelle de François, 180 pour les charges. 2 fois par an, la taxe foncière. Sur 8 ans, ça représente environ 186 000 €. Je connais le chiffre exact parce que je suis comptable, j'ai tout tracé. Pendant ce temps-là, le parcours de Gauthier ressemblait à un cimetière de bonnes idées. Les t-shirts personnalisés, morts en 4 mois. Ensuite, le trading de crypto-monnaies, qui engloutit 8 000 € des économies de ma mère. Puis, un concept de food truck qui n'a jamais dépassé le tableau d'humeur collé au mur de sa cave. Sa contribution financière à la famille sur ces 8 années, 0. Pas réduite, pas symbolique, 0. Mais le discours de Sylvie, lui, n'a jamais bougé. Gauthier va finir par percer. Moi, je faisais juste tourner des chiffres. En décembre, je me suis arrêtée à la poste pour envoyer une prorogation fiscale à un client. Sur le comptoir, près du distributeur de timbres, quelqu'un avait laissé une pile de cartes de Noël. Celle du dessus m'était familière. La photo de la famille Jourdan. 3 personnes, ma mère, mon père, mon frère, souriant, devant la cheminée que je finançais. J'étais une sponsor, pas un membre. Le repas paroissial d'octobre, je m'en souviens encore avec une précision qui fait mal. Sylvie m'avait inscrite pour apporter 2 tartes, une aux pommes, une aux noix de pécan, sans me demander mon avis. Je les ai faites quand même. Quand je suis entrée dans la salle, elle trônait déjà près du café, une main posée sur l'épaule de Gauthier, comme si elle présentait un pur sang au concours du département. Elle a lancé à voix haute « Le pasteur Renard, connaissez-vous mon fils ? C'est un entrepreneur, il travaille sur quelque chose de vraiment prometteur. » Gauthier a sorti une carte de visite de sa poche arrière, brillante, gaufrée, au nom de Gauthier Jourdan Enterprises. Sa 4e tentative, acheter des terrains ruraux à bas prix pour les revendre. Il n'a pas mentionné qu'il n'avait ni capital, ni terrain, ni plan concret au-delà d'une vidéo YouTube sur l'immobilier. Le pasteur Renard a hoché la tête poliment. Quelqu'un près de la table des desserts, je crois que c'était Madame Fontaine, a demandé « Et votre fille, Sloane, c'est bien ça ?» Sylvie a à peine tourné la tête. Oh, Sloane, elle fait de la comptabilité, elle va bien. Elle a dit « bien » comme on décrit la météo d'un jour dont personne ne se souvient. Je me tenais près de la table de salade avec mes 2 tartes et une assiette en carton vide. J'ai posé les tartes, j'ai pris mon sac et je suis sortie vers le parking. Personne n'a remarqué mon départ. Sur l'allée du retour, je me suis arrêtée dans une boulangerie sur la route départementale 30 et j'ai acheté un café noir, 2 sucres. Je suis restée dans ma voiture 40 minutes. Je ne pleurais pas, je ne planifiais rien. Je faisais quelque chose que j'avais toujours fait sans jamais le nommer comme tel, je recalculais. Tout comptable finit par ouvrir les livres et se demander si un passif à long terme vaut encore la peine d'être porté. Les questions avaient commencé à s'accumuler. C'était le matin de Noël, enfin non, de l'Action de grâce, enfin peu importe, appelons ça, le matin où tout a basculé silencieusement. 5 heures du matin. J'étais dans ma cuisine avec une dinde de presque 10 kilos que j'avais fait mariner toute la nuit dans un seau. J'avais tout préparé depuis le début, la purée avec du vrai beurre, le gratin de haricots verts aux champignons frais, la sauce aux érelles que j'avais faite à partir de fruits entiers parce que Sylvie avait dit une fois que la version en boîte ressemblait à de la gelée d'hôpital. À 11 heures, ma voiture sentait le restaurant. 25 minutes de route, 6 contenants portés en 3 allers-retours sur le perron
et j'ai ouvert avec ma clé, celle que j'avais depuis mes années d'études. La maison était silencieuse. François était dans son fauteuil, avec sa bouillotte dans le dos, le foot à la télé sans le son. Sylvie s'habillait. Gauthier dormait encore au sous-sol. J'ai mis la table, nettoyé les plans de travail, réglé le thermostat. Je pouvais faire ça, vu que c'est moi qui payais la facture d'électricité. J'ai plié les serviettes en tissu à côté de chaque assiette. J'ai vérifié la température du four 2 fois. À 14 heures, Gauthier est monté en sweat à capuche et pantalon de jogging, les cheveux pas coiffés, et s'est laissé tomber dans une chaise. C'est quand le repas. Sylvie est apparue derrière lui et a posé une main sur son épaule. « Gauthier chéri, assieds-toi, tu dois être épuisé. » Il s'était réveillé 90 secondes avant. Je l'ai regardé s'installer dans la chaise que je venais d'essuyer. Personne n'a dit merci. Personne n'a proposé d'aider. Personne ne m'a dit quoi que ce soit. En comptabilité, il existe un terme pour désigner le moment où 2 chiffres devraient correspondre mais ne correspondent pas. Non réconciliés. Le débit et le crédit sont tous les deux inscrits, mais quelque chose cloche. Et tant qu'on ne trouve pas quoi, tout le grand livre est faux. Debout dans cette cuisine, tenant une grande cuillère, regardant ma famille se rassembler autour d'un repas que j'avais cuisiné et payé, j'ai compris ce mot pour la première fois autrement que dans un sens professionnel. Sylvie a levé son verre de vin en brique. Je veux dire à quel point je suis reconnaissante pour mon Gauthier. Toujours la fierté de cette famille. Gauthier a incliné la tête avec une modestie bien rodée. « Merci maman, j'ai quelque chose de grand en préparation. » Je lorgne sur des terrains au-delà de la route départementale 9. L'immobilier, c'est là que les gens intelligents placent leur argent. Il disait ça en mangeant la dinde que j'avais rôtie, assis dans une maison dont je payais le crédit. François mâchait en silence, les yeux sur son assiette. Sylvie s'est tournée vers moi. « Et toi, comment tu t'appelles la chance d'être là ce soir ?» J'ai ouvert la bouche. « Je suis reconnaissante pour... » « Tu n'es qu'un fardeau, tu l'as toujours été. » Elle a dit ça comme elle aurait dit que la purée manquait de sel, posément, comme si tout le monde le savait depuis longtemps et que personne ne s'était encore donné la peine de le formuler. Gauthier a ri. Pas ce rire gêné qu'on étouffe dans sa main. Un vrai rire, un rire d'approbation. Au moins moi, je rends cette famille fière. François a posé sa fourchette. Il n'a pas levé les yeux, il n'a rien dit. Il a juste arrêté de mâcher. J'ai regardé la serviette sur mes genoux, celle que j'avais pliée en éventail 2 heures avant. J'ai posé ma fourchette, à gauche, pas à droite, comme on fait quand on a fini et qu'on ne revient pas. J'ai plié la serviette une dernière fois, je l'ai posée à côté de mon assiette, j'ai repoussé ma chaise, je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, j'ai pris mon manteau sur le crochet, le manteau en laine grise que j'avais trouvé à l'Emmaüs de Lancelot pour 12 €. La voix de Sylvie derrière moi, plus agacée qu'inquiète. « Où tu vas ? On n'a pas fini de dîner ?» Je n'ai pas répondu. 25 minutes de route dans un silence total. Sans radio, sans téléphone, sans larmes. Juste la route, le noir et le bruit du chauffage. C'était le dernier repas de Noël que je passerai jamais dans cette maison. 2 semaines plus tard, assise sur mon canapé, j'ai ouvert mon application bancaire. 3 virements automatiques que j'avais programmés des années auparavant. 1 200 € pour le crédit immobilier, le premier de chaque mois. 340 pour la mutuelle complémentaire de François, le 15. 180 pour l'électricité et le gaz. 3 prélèvements automatiques, 3 pressions pour annuler. J'ai appuyé sur la première. Confirmer ? Oui. La deuxième ? Oui. La troisième ? Oui. Moins d'1 minute. 8 ans d'obligations financières effacées avec 3 gestes et un pouce. J'ai fermé l'application et posé mon téléphone sur la table basse. Pour la première fois depuis des années, mon compte allait rester intact en fin de mois. Le 12e jour, mon téléphone a sonné. Papa, sa voix avait ce ton prudent, celui qu'il utilisait quand il savait qu'il marchait sur le territoire de Sylvie et qu'il ne voulait pas déclencher quelque chose. Il a dit que la banque avait envoyé un courrier, que le remboursement du crédit était en retard, qu'il y avait une pénalité. Pourquoi le crédit n'était pas payé ? Je lui ai dit de poser la question à sa fierté et sa joie. Silence. J'entendais la télévision en fond, un jeu avec des sonneries. Il a commencé à dire que je ne pouvais pas juste. Je lui ai dit que si, je pouvais et que c'est ce que je faisais. J'ai raccroché. Je me suis allongée sur mon canapé et j'ai fixé le plafond. Mon appartement était petit, 40 mètres carrés si on comptait la salle de bain, mais c'était le mien. Le bail portait mon nom.
L'électricité, le Wi-Fi, l'assurance habitation, le paillasson qui disait bienvenue, tout à moi. Chaque objet dans cette pièce avait été payé avec de l'argent que j'avais gagné moi-même. Et pour la première fois en 8 ans, je n'allais pas envoyer un seul euro à une maison où mon prénom ne figurait même pas sur la carte de Noël. 8 ans, 312 virements. Pas une fois, quelqu'un dans ma famille ne m'avait dit merci. Et quand j'avais enfin arrêté, le premier appel n'était pas pour savoir si j'allais bien, c'était pour le crédit. La contre-attaque de Sylvie a commencé 3 jours plus tard. Elle ne m'a pas appelée, elle a appelé tout le monde sauf moi. La tante Carole à Mulhouse, des cousines, une voisine de longue date, des gens de la paroisse. Le récit était propre, rodé et dévastateur. Sylvie avait dit que j'avais abandonné ma famille. Les messages disaient qu'elle était invalide, que son père ne dormait plus, que la famille souffrait. Mais personne ne mentionnait les 8 ans de virement. Sylvie avait construit un récit sans fond, sans contexte, juste la version qui la rendait sympathique et moi, monstrueuse. Mon téléphone s'est mis à sonner sans s'arrêter. 4 messageries par jour, parfois 5. Tu tues ton père. L'Église prie pour nous. Comment tu peux faire ça à ta propre mère? J'ai écouté chaque message une seule fois, exactement une. Puis, j'ai ouvert un tableur. Colonne pour la date, l'appelant, l'heure, le résumé, le ton émotionnel. Je notais chaque message comme j'aurais noté une transaction comptable. Factuel, sans commentaire. Ensuite, je supprimais le message. Je ne rappelais personne. Le 5e jour, Gauthier a appelé. Première fois en 3 ans. Sa voix était tendue, comme quelqu'un qui tient un téléphone et une rancune en même temps. Il a dit que je devais rentrer, régler ça. Régler quoi? J'ai demandé. Tout. Maman craque. Papa dort plus. La banque appelle. J'ai répondu que ça ressemblait à un problème de famille. Il a dit que j'étais la famille. Ah bon? J'ai répondu. Parce qu'à Noël, maman a dit que j'étais un fardeau. Toi tu as ri. Papa n'a rien dit. Ça ne ressemble pas vraiment à une famille, ça. Il a raccroché. J'ai ajouté son appel dans le tableur. 14 décembre, 11h47. Durée, 2 minutes. Ton, agressif. Contenu, exigeant. Chaque trimestre, je consultais mon rapport de crédit. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une habitude professionnelle. Quand on est expert comptable, la cote de crédit fait partie des références. Les clients te font confiance avec leurs livres. Les prêteurs se fient à ton dossier. J'ai vérifié le mien la 2e semaine de janvier. Experian France s'est chargé sur mon écran. J'ai fait défiler les lignes habituelles, prêt étudiant remboursé, crédit auto soldé, utilisation carte de crédit à 9%. Et là, je me suis arrêtée. Un nouveau compte, un prêt immobilier. 47 000 € garanti par une propriété au 814 Allée des Érables, Montbrison, Loire. Ouvert 4 mois plus tôt. Mon nom y figurait. Mon nom, mal orthographié d'une lettre, mais suffisamment proche pour que personne ne remarque rien. Je n'avais jamais signé de prêt immobilier de ma vie. Je n'avais pas mis les pieds dans une banque pour ça. Je n'avais pas parlé à un conseiller. Je n'avais pas signé devant notaire. Et pourtant, c'était là. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, tout mon historique de crédit. Rattaché à un second prêt hypothécaire sur une maison qui n'était pas la mienne, pour un emprunt que je n'avais jamais sollicité. Mon score de crédit avait chuté de 38 points. Je me suis adossée à ma chaise. Mes mains ne tremblaient pas. Je suis comptable. Les chiffres ne me font pas paniquer, même quand ils sont faux. Surtout quand ils sont faux. J'ai fait une capture d'écran, téléchargé le rapport complet en PDF, créé un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé 814 Allée des Érables. J'ai enregistré le fichier, ouvert un nouveau tableur. Colonne A, date. Colonne B, source. Colonne C, observation. Colonne D, action entreprise. J'ai saisi la première ligne. 12 janvier, rapport de crédit Experian France. Prêt hypothécaire non autorisé, 47 000 €, 814 Allée des Érables. Capture archivée, PDF classé. Quelqu'un avait utilisé mon nom, ma signature, mon crédit. Et il n'y avait qu'une seule adresse liée à ce prêt. Le lendemain matin, j'ai appelé Crédit Mutuel. La chargée de prêt, une femme prénommée Colette, était polie et prudente. Elle m'a dit qu'elle pouvait consulter le dossier, mais qu'elle devait d'abord vérifier mon identité. Je lui ai donné tout ce qu'elle demandait. Numéro de sécurité sociale, date de naissance, nom de jeune fille de ma mère. Elle a confirmé que j'étais bien qui je prétendais être. La demande avait été déposée en personne, notariée par un notaire local. Elle m'enverrait une copie par courrier, entre 5 et 7 jours ouvrables. J'ai dit que ça m'irait très bien. 5 jours plus tard, une enveloppe de Lyon est arrivée.
J'ai étalé les documents sur ma table de cuisine, allumé la lampe que j'utilisais pour mes missions en freelance, et j'ai tout lu, page par page. Le dossier était complet. Quelqu'un qui me connaissait bien l'avait rempli. Mon employeur, mes revenus, mon adresse. Sauf que l'adresse indiquée était le 814 allée des Érables, pas mon appartement. La signature se trouvait à la page 11. Au premier regard, elle ressemblait à la mienne, vraiment de près. Mais je suis quelqu'un qui signe son propre nom des centaines de fois par mois sur des déclarations fiscales et des courriers clients. Je connais mon écriture comme un menuisier connaît le fil d'un bois particulier. Le J de Jourdan bouclé vers la droite. Le mien boucle toujours vers la gauche. Sous la signature, un cachet de notaire. Damien Renard, notaire, Crédit Mutuel de Normandie. Damien Renard. Ce nom, je le connaissais. Il était dans la classe de Gauthier au lycée de Montbrison. Ils avaient joué ensemble dans l'équipe de football junior, celle dont Gauthier avait été écarté. Damien avait son étude notariale Grande Rue, juste à côté de la quincaillerie. J'ai reposé le document, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Colette, ma patronne. Colette, j'ai besoin d'un avocat. Pas un fiscaliste, un pénaliste. Colette a gardé le silence une seconde. Puis elle a dit que c'était à propos de ma famille, n'est-ce pas ? Non. C'est à propos d'une signature falsifiée sur un prêt de 47 000 €. Je vais passer un coup de fil ce soir, elle a répondu. Alain Marais avait son cabinet à Lancelot, 35 minutes vers l'est. La cinquantaine, tempe grise, bureau noyé sous des blocs-notes jaunes et une tasse où il était écrit « Procédure régulière ». Colette le connaissait depuis 15 ans. Je me suis assise en face de lui avec la demande de prêt hypothécaire, le rapport de crédit et ma propre licence de comptable, celle avec ma vraie signature, posée côte à côte. Il les a étudiées 10 minutes sans dire un mot. Puis il s'est redressé. « Dossier limpide », a-t-il dit. « Faux, usurpation d'identité, fraude bancaire. Si vous portez plainte, c'est du pénal fédéral. Et le prêt lui-même ? Vous déposez une déclaration d'usurpation d'identité, vous contestez le compte auprès des 3 bureaux de crédit, la banque ouvre une enquête. Le prêt est bloqué. 60 à 90 jours pour résolution. Et la maison ? Il a marqué une pause. Si le second prêt hypothécaire était frauduleux, la banque l'annule. Mais si le premier prêt, celui que vous remboursiez, tombe lui aussi en défaut, le bien entre en saisie. Il tombera en défaut. J'ai arrêté de payer. Alain m'a regardé, sans jugement, avec l'expression de quelqu'un qui comprend les chiffres. Alors la maison partira aux enchères, probablement dans les 6 mois. J'ai hoché la tête. Cet après-midi-là, depuis mon ordinateur portable, j'ai déposé une déclaration d'usurpation d'identité. Puis, j'ai placé un gel de crédit auprès des 3 bureaux, Experian France, Equifax et TransUnion. Ce gel, personne ne l'effacerait à ma place. J'ai rédigé une lettre de contestation, je l'ai imprimée, signée de ma vraie signature et envoyée en recommandé au Crédit Mutuel Premier. Ensuite, j'ai préparé à dîner, du fromage grillé et une soupe de tomates. Je me suis installée sur mon canapé et j'ai mangé en silence. 60 à 90 jours, je pouvais attendre. J'attendais depuis 32 ans. L'enquête du cabinet de conseil financier Allard a avancé plus vite que prévu. Le Crédit Mutuel a coopéré, ils avaient leurs propres responsabilités à protéger et une notarisation falsifiée, c'était leur problème autant que le mien. En moins de 3 semaines, la banque a retracé les 47 000 €. Ils avaient été virés du compte de prêt vers un compte professionnel dans une autre banque, enregistré au nom de G&H Ventures. G pour Gauthier, H pour Renard. Damien Renard, le notaire, des associés. Allard m'a envoyé les relevés de décaissement. Je les ai lus à ma table de cuisine, comme je lis tous les documents financiers, lentement, avec un crayon et un bloc jaune. 18 000 € pour un acompte sur un terrain vague dans le département rural de Normandie, une parcelle qui avait perdu 40% de sa valeur depuis l'échec d'un dossier de rezonage. 22 000 € pour un pick-up Ford, immatriculé au nom de Gauthier, décrit dans les registres de la société comme véhicule de fonction. Les 7 000 restants étaient classés en frais de fonctionnement. Allard a obtenu les relevés bancaires correspondants. 2 voyages à Las Vegas, billets et hôtels, 6 dîners dans des restaurants,
aucun en dessous de 100 €, une console de jeu et 3 manettes, un abonnement mensuel à un club de cigares. Mon frère avait volé 47 000 € en utilisant mon nom. Et il avait tout dépensé sur un terrain sans valeur, un camion pour aller à la station-service et des vacances que je n'aurais jamais prises. Je n'ai pas frappé la table, je n'ai pas pleuré. J'ai repris mon crayon et j'ai ajouté chaque ligne à mon tableau. Colonne A, nature. Colonne B, montant. Colonne C, source. Colonne D, statut. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé mon ordinateur et lavé ma tasse. Mon frère avait pris tout ce qu'il pouvait porter avec mon nom. Et ma mère l'appelait encore la fierté de la famille. Ce soir-là, j'étais seule à ma table de cuisine, la demande de prêt étalée sous la lampe de lecture. J'ai posé mon diplôme de comptable à côté, 2 signatures, 2 versions de mon prénom, tracées par 2 mains différentes. Celle sur mon diplôme était la mienne, nette, assurée, le S qui boucle vers la gauche comme je l'avais appris en primaire. Celle sur le dossier de prêt était la tentative de Gauthier. Les lettres avaient la bonne forme, l'espacement était proche. Mais le S bouclé vers la droite, c'est l'erreur qu'on fait quand on a vu une signature 100 fois sans jamais comprendre la main qui la trace. J'ai pensé aux 312 chèques envoyés sur 8 ans. Chacun portait ma vraie signature, donnée librement, sans merci, sans un mot. Personne dans ma famille n'avait jamais étudié ces signatures. Personne ne les avait tenues à la lumière. Elles étaient encaissées et oubliées. Mais ce faux, lui, c'était la première fois que mon prénom avait compté pour eux. Pas les vrais, pas celles qui avaient payé le loyer, le toit, l'assurance de François, le faux. Celui qui avait débloqué 47 000 € pour un camion et un terrain sans issue. C'était ça, la signature dont ils avaient besoin. Je suis restée longtemps à regarder les 2 noms sous la lampe. Un fardeau qui peut signer pour 47 000 €. J'ai replié la demande dans son enveloppe, rangé le dossier dans les tiroirs de mon bureau. Puis j'ai éteint la lampe, je me suis brossé les dents et je suis allée me coucher. Je n'ai pas rêvé, je rêve rarement. Mais je me suis réveillée à 5h15 le lendemain avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de la colère, pas de la tristesse, de l'arithmétique. Colette et moi étions installés dans une banquette d'un café sur la grande rue. Elle avait un sandwich club, moi, un café et une soupe. Elle m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai répondu que j'allais laisser le système faire son travail. Le signalement était déposé. Les agences de crédit menaient leur enquête. Alain gère la banque et moi, j'ai terminé. Colette m'a regardée et a demandé si j'avais terminé avec quoi exactement. Avec tout, j'ai répondu. Les chèques, les fêtes de Noël, les appels téléphoniques, le tableau de bord des messages vocaux de gens qui pensent que je leur dois toute ma vie adulte, j'ai énuméré mentalement. Paiement automatique annulé, gel du crédit en place, signalement déposé à l'autorité compétente, serrure de l'appartement changée. Pas parce que j'avais peur que Gauthier débarque, mais parce que l'ancienne serrure était celle que François avait installée quand j'avais emménagé pour la première fois, et je ne voulais plus rien dans ma vie que ma famille avait touché. Les messages vocaux, je continuais à les rediriger dans un dossier, pas pour me torturer. Chacun était une documentation, un schéma, des preuves, au cas où j'en aurais besoin un jour. Colette a remué son café. Elle m'a demandé ce qu'il allait se passer pour la maison. Je lui ai dit qu'elle allait être saisie, puis vendue aux enchères. Et ensuite, elle a insisté. Je l'ai regardée. Elle m'a regardée. Colette a 54 ans. Elle a construit le cabinet Leblanc depuis une table pliante dans son garage, pendant que les autres attendaient qu'elle échoue. Elle savait exactement ce que ça signifiait. Ma mère avait raison sur un point, j'ai fini par dire. J'étais un fardeau. Juste pas dans le sens qu'elle pensait. J'étais le fardeau qui portait tout le reste et je l'ai posé. Colette a hoché la tête lentement. Elle n'a pas dit bravo, ni je suis fière de toi. Elle a dit de finir ma soupe, qu'on avait 3 nouveaux clients cette semaine. J'étais assise dans cette banquette avec ma patronne et j'ai prononcé le mot terminé à voix haute pour la première fois. Sans colère, sans drame, juste terminé. Et le problème avec le mot terminé, c'est qu'il ne ressemble pas à la liberté. Pas tout de suite. Il ressemble à une chute libre. Mais on comprend vite qu'on ne tombe pas. On a juste arrêté de porter les autres. Mon téléphone a sonné à 23h47 un mardi soir. J'ai failli ne pas décrocher. Mais c'était François, et François n'appelait jamais tard, sauf quand Sylvie dormait. Sa voix était basse, presque étouffée, comme s'il était descendu à la cave ou sorti sur le perron. J'entendais le vent. Il a dit qu'il savait que j'étais en colère. J'ai rien dit, pas un mot. Je savais qu'il fallait que ce soit lui qui remplisse le silence, pas moi. Il a repris. Ta mère. Elle a eu une vie difficile depuis que tu es né.
Elle a quitté son poste chez le concessionnaire de matériel agricole. Elle était la meilleure commerciale du département et elle a tout laissé tomber parce qu'on n'avait pas les moyens de payer la garde pour 2 enfants. Elle ne s'en est jamais remise. C'est son histoire, papa, pas la mienne. Je sais, il a répondu. Un silence plus long cette fois. Le vent soufflait dans le fond. Il était dehors, clairement. Je sais que tu méritais mieux que ce soir, mieux que tout ça. J'ai attendu, et voilà que c'est arrivé, exactement comme je savais que ça allait arriver. Mais tu ne peux pas laisser partir la maison, Sloan. C'est tout ce qu'on a. Voilà, la vraie raison de l'appel. Pas des excuses, pas vraiment. Juste assez de mots justes pour garder l'argent qui coule. Il avait dit les bonnes choses, mais au service d'une mauvaise demande. Bonne nuit, papa. Sloan. Bonne nuit. J'ai raccroché, posé le téléphone face contre la table de chevet, tiré la couverture, fixé le plafond. Dans la demi-seconde entre je sais et mais, j'avais entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui. Peut-être des regrets, peut-être juste le vent. Et juste avant que la ligne coupe, à peine audible, il avait dit « Ne dis pas à ta mère que j'ai appelé ». Il m'aimait, j'en suis convaincue, mais il aimait encore plus son silence. 60 jours après Noël, le Crédit Mutuel Premier a envoyé un avis de défaut de paiement au 814 Allée des Érables. 90 jours pour régulariser, sinon la banque engagerait une procédure de saisie. Je le sais parce que Sylvie me l'a dit, pas directement, à travers les 11 messages vocaux qu'elle a laissés en une seule journée. La progression était classique. 9h du matin, Sloan, rappelle-moi, on a reçu une lettre de la banque. 10h15, c'est sérieux, ton père est très perturbé. 11h30, tu es en train de détruire cette famille. 13h, Dieu te jugera pour ça, Sloan. Il voit tout. 15h45, la voix qui se brise. Je regrette de t'avoir eu. J'ai écouté, j'ai noté, j'ai supprimé. Même tableur, même colonne, même absence totale d'effet. Le 2 février, appelante, Sylvie Jourdan. 11 messages. Arc émotionnel, supplication, accusation, théologie, le fond du gouffre. Mais ce jour-là, il y avait eu un autre appel. Gauthier. Sa voix sonnait différemment, pas en colère, pas exigeant, elle tremblait. Le deuxième emprunt sur la maison, celui de la banque Premier, on devrait peut-être en parler. J'ai compris ce tremblement instantanément. Gauthier n'avait pas peur de perdre la maison. Il avait peur de ce que la banque découvrirait en examinant ce deuxième prêt hypothécaire. Celui avec ma signature falsifiée. Si la banque enquêtait, elle trouverait le faux. Si elle trouvait le faux, elle remonterait jusqu'à la notarisation frauduleuse de Damien Renard. Si elle trouvait Damien, elle trouverait G et H Ventures. Et si elle trouvait G et H Ventures, elle trouverait où étaient partis les 47 000 €. Las Vegas, un camion, une console de jeu. Parle à ton avocat, Gauthier. J'ai raccroché. Il n'a plus rappelé pendant 6 semaines. Janvier a glissé vers février et quelque chose d'étrange s'est produit. Ma vie est devenue silencieuse. Pas vide, silencieuse. Ce genre de silence qui arrive quand on pose un poids si habituel qu'on avait oublié qu'on le portait. 100 540 € par mois, partant vers une maison où je ne vivais plus, mon compte courant a fait quelque chose d'inédit. Il a grossi. J'ai ouvert un compte d'investissement. Un simple fonds indiciel, rien de sophistiqué. J'ai acheté un vrai canapé pour remplacer celui récupéré chez Emmaüs depuis mon premier appartement, celui avec le ressort qui perçait le coussin gauche. Je me suis inscrite à un cours de yoga au centre communautaire de Lancelot, les mardis et jeudis soirs. Je n'avais jamais fait de yoga. Apparemment, j'aime ça. Colette m'a trouvé 3 nouveaux clients en comptabilité, de petites entreprises locales. Mes revenus indépendants ont augmenté de 22 000 € par an. Et j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des mois. J'ai enregistré une société au Crédit Mutuel de Normandie. Jourdan et Associés Conseil. 125 € de frais de dossier. Le certificat d'immatriculation est arrivé dans le courrier un mardi matin. Je l'ai mis sous verre et accroché au mur, juste au-dessus de mon bureau. C'était le premier document avec mon nom dessus dont j'étais fière d'afficher. Ma première vraie chose à moi. Une sorte de portrait de famille, mais le mien cette fois. Pendant ce temps, à 25 minutes vers l'ouest, le numéro 814 de l'Allée des Érables montrait ses fissures. L'herbe avait poussé haut, parce que François ne pouvait plus pousser la tondeuse avec son dos, et Gauthier disait être trop occupé avec son entreprise. Cette entreprise qui n'existait que sur le papier, avec un compte bancaire à sec.
Le fournisseur d'énergie avait coupé le service pendant 1 semaine avant que François règle la facture lui-même sur son allocation d'invalidité. La lumière du Porsche était éteinte. Le support de drapeau, près de la porte d'entrée, avait perdu une vis et pendait de travers. Personne ne l'avait réparé. C'est Pauline Flocon d'Avoine qui m'a retrouvée à l'épicerie du coin, un samedi matin fin février. J'achetais un café et une banane, mon carburant habituel avant les courses. Elle avait 72 ans, 1,55 m et habitait à côté de la maison des Jourdans depuis 31 ans. Elle m'avait vue grandir. Elle a posé la main sur mon bras, près du comptoir à crème. « Ma chérie, elle a dit, ta mère raconte aux gens que tu les as abandonnés. Que tu t'es simplement arrêté de t'en soucier. J'ai remué mon café, j'ai entendu. Mais moi je t'ai vu, Sloane, chaque samedi matin, pendant des années, entrer dans cette allée avec des sacs de courses. Je t'ai vu tondre cette pelouse en juillet quand il faisait 35 degrés et que ton père pouvait à peine se tenir debout. Je t'ai vu monter cette dinde sur ses marches chaque Noël depuis tes 23 ans. Je sais ce que tu as fait pour cette famille. Elle a serré mon bras. Et je sais ce qu'ils t'ont fait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que j'étais émue, parce que je recalculais. Pauline n'était pas la seule à avoir remarqué. Les gens parlaient. Pas parce que j'avais dit quoi que ce soit, je n'avais rien dit à personne en dehors de Colette et Alain. Mais Montbrison, c'est 4000 personnes, et les souvenirs y durent longtemps. Les gens reliaient les points. La fille qui apportait des tartes à chaque repas partagé, qui donnait pour chaque vente de gâteaux à l'église, qui avait réglé anonymement la facture du jardinier pendant 3 ans. Cette fille-là n'abandonne pas sa famille comme ça. Le pasteur Morel a appelé Sylvie le dimanche suivant. Il lui a demandé si elle lui cachait quelque chose à propos de sa fille. Sylvie a répondu qu'elle était égoïste. Le pasteur a hésité. La fille qui donnait pour chaque vente de gâteaux depuis 10 ans ? Silence. Ce silence m'a appris plus de choses que n'importe quelle réponse aurait pu le faire. Pendant ce temps, Damien Renard recevait une lettre recommandée du département de Normandie. Sa commission de notaire était sous examen. Le signalement à la FTC avait déclenché une enquête bancaire et la banque avait relevé une irrégularité dans les actes notariés. Damien a appelé Gauthier cet après-midi-là. Il lui a dit qu'il en avait fini avec lui, qu'il se débrouillerait seul. Fin mars, la Caisse du Crédit Mutuel Premier a déposé un avis de saisie auprès du greffier du département. Vente aux enchères dans 30 jours. La lettre est arrivée au 8, allée des Érables, un mercredi matin. Sylvie l'a lue debout contre le comptoir de la cuisine, puis l'a posée sur la table sans un mot. François me l'a raconté plus tard, des mois après. Elle est restée assise dans la même chaise pendant 2 heures sans bouger. La maison. 4 chambres, une salle de bain et demie, construite en 1987, l'année du mariage de François et Sylvie. La cuisine, où Sylvie faisait les gâteaux d'anniversaire de Gauthier, toujours au chocolat, toujours avec son prénom en glaçage bleu. Le salon, où la photo de Noël était prise chaque année. 3 personnes, jamais 4. Valeur marchande, environ 180 000 €. Hypothèque première restante, 94 000. Deuxième hypothèque, celle de l'escroquerie de Gauthier, 47 000. Les chiffres ne tenaient pas, et ça empirait. Sylvie m'a appelé une dernière fois. Pas de verset, pas d'accusation. Juste une voix que je ne lui avais jamais entendue. Plate, petite, vidée. Elle a dit « S'il te plaît ». Je lui ai répondu que je ne pouvais pas l'aider. Elle a dit que je voulais dire que je ne voulais pas. J'ai dit non, que je ne pouvais vraiment pas. Qu'elle s'en était assurée à Noël. Elle s'est tue longtemps. J'entendais l'horloge de la cuisine en fond, celle en forme de coque qui était accrochée au mur depuis mes 6 ans. « Tu le regretteras », elle a dit. J'ai raccroché, posé mon téléphone sur le plan de travail. Et j'ai regardé le cadre accroché en face de moi, celui avec le certificat de création de ma société. Jourdan et Associés Conseil. Mon nom dessus, en noir sur blanc. Il me restait 30 jours. J'ai rencontré Alain Marais dans son bureau à Lancelot, un jeudi après-midi. Je lui ai posé la question directement. Qui peut enchérir à une vente aux enchères judiciaires ? N'importe qui, il a dit. Particulier, société, espèce ou chèque de banque. C'est une vente publique. Et une SARL, j'ai demandé. La mienne ? Il a reposé son stylo. Jourdan et Associés Conseil ? Oui. Il m'a regardé un moment, vraiment regardé. Légalement, rien ne l'interdit. La société est une entité distincte. Elle a son propre numéro siret, son propre compte, ses propres statuts. Le fait que vous portiez le même nom que les anciens propriétaires n'est pas un motif d'exclusion. Et la mise à prix probable ? Il a ouvert des comparatifs sur son écran.
Les biens saisis en milieu rural de Normandie partaient entre 60 et 70% de leur valeur estimée, comptée entre 110 et 125 000 euros. J'ai ouvert mon ordinateur sur son bureau et je lui ai montré mes comptes. Épargne personnelle, 89 000 euros. 8 ans à vivre serré, à placer régulièrement, sans jamais me laisser aller. Compte professionnel de la société, 45 000. Des revenus freelance que j'y versais depuis l'immatriculation. Colette avait proposé d'anticiper ma prime de fin d'année, 8 000 de plus. Total disponible, 142 000 euros. Allard a regardé les chiffres, puis il m'a regardé. « Vous pouvez y arriver », il a dit. « Je sais, je fais les calculs depuis Noël. » Il s'est adossé à son fauteuil. « Et si vous achetez cette maison, qu'est-ce que vous comptez en faire ? Quelque chose que ma mère n'a jamais su faire. C'est-à-dire, en faire un endroit où les gens se sentent les bienvenus. » Il a repris son stylo. « J'inscris la société comme enchérisseur. Il vous faudra un chèque de banque le jour J. Je l'aurai. » On s'est serré la main. C'était la poignée de main la plus professionnelle de ma vie, et la plus chargée. Gauthier a débarqué chez moi un dimanche soir. Sans appel, sans message. Juste des coups de poing sur ma porte, assez forts pour faire tressauter la chaîne de sécurité. Je n'ai pas ouvert complètement. À travers l'entrebâillement, je voyais son visage. Pas rasé, les yeux rouges, avec ce sweat qui portait déjà au repas de Noël. Il a attaqué directement. « Retire ta plainte à la FTC. Pas de bonjour, pas de préambule, juste ça. Si une enquête est ouverte, je vais en prison Sloan. Tu as commis une usurpation d'identité et une fraude bancaire. Ce sont des infractions fédérales, Gauthier. C'est ton problème, pas le mien. Je suis ton frère. Tu es un inconnu qui partage juste le nom de mes parents. » Il a changé de posture, cherché un autre angle. Comme toujours. Pivoter, détourner, séduire. Ça marchait avec Sylvie. Avec moi, ça n'avait jamais pris. Il a essayé quand même. « Je te rembourserai, chaque centime. J'ai juste besoin de temps. » Avec quoi ? Ton food truck qui n'a jamais ouvert ? Tes cryptos ? Le département Lautenburg qui a perdu 40% de sa valeur ? Sa mâchoire s'est crispée. Le charme est tombé d'un coup. En dessous, c'était exactement ce que j'avais toujours su. Un homme convaincu qu'on lui devait quelque chose qu'il n'avait jamais mérité. Sa voix est devenue froide. « Si tu ne retires pas cette plainte, je dirai à tout le monde que c'est toi la raison pour laquelle il perd la maison. » « Il le pense déjà », j'ai répondu. Maman raconte cette version depuis des semaines. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, rouvert. Rien de cohérent n'en est sorti. Je l'ai regardé à travers la chaîne de sécurité. Mon frère, 3 ans de plus que moi, 10 centimètres de plus et une vie entière de retard sur tout ce qui comptait vraiment. « Bonne nuit, Gauthier ». J'ai fermé la porte, tourné le verrou, refermé la chaîne. Je suis retournée sur mon canapé, j'ai repris mon livre. Un guide de planification financière déniché lors d'une vente à la bibliothèque, tout corné, tout annoté par quelqu'un d'autre avant moi. Derrière la porte, je l'ai entendu rester dans le couloir encore une trentaine de secondes. Puis ses pas se sont éloignés vers la cage d'escalier. J'avais changé d'horaire pour la messe du dimanche. 8 heures du matin au lieu de 10 pour ne plus croiser Sylvie. Je pensais que 2 heures d'écart suffisaient. Le premier dimanche d'avril, j'ai poussé la porte de l'église à 7h55. Sylvie était assise au 3e banc. Avec 2 anciens de la paroisse, Henri Gregg et Martine Bertrand, de chaque côté d'elle, comme une délégation. Comme si elle avait prévu ça, ils m'attendaient. Henri s'est levé dès qu'il m'a vu entrer. 70 ans, ancien instituteur, regard doux, et l'air de quelqu'un qui réalise trop tard qu'il s'est mis dans une situation qu'il ne maîtrise pas. Il a dit qu'ils avaient invité ma mère parce qu'ils croyaient à la réconciliation en famille. J'ai senti ma mâchoire se contracter. La Bible dit d'honorer son père et sa mère, a-t-il ajouté avec prudence. J'ai terminé la phrase à sa place en citant le verset. Je le connais. Sylvie était assise, mains croisées sur les genoux, menton légèrement relevé. La posture d'une femme convaincue d'avoir réuni le jury parfait. J'ai posé mon sac sur le banc. La Bible dit aussi que les pères ne doivent pas provoquer leurs enfants à la colère. Éphésiens 6, verset 4. Et si je me souviens bien, elle dit également « Tu ne voleras point ». Mon frère a falsifié ma signature sur un document officiel pour un crédit immobilier de 118 000 euros. Il a utilisé mon numéro de sécurité sociale, mon dossier de crédit et un ami notaire pour contracter un emprunt en mon nom, sans ma connaissance, sans mon consentement. Est-ce que maman a mentionné cette partie-là ? Silence. Henri a regardé Sylvie, Martine aussi. Le visage de Sylvie est passé du calme au cramoisi en moins de 2 secondes. Elle a dit que c'était un mensonge. J'ai sorti mon téléphone. J'avais la demande de prêt enregistrée en fichier numérique,
avec la fausse signature côte à côte avec la vraie. J'ai montré l'écran. Voilà ma signature. J'ai fait défiler. Et voilà ce qui a été soumis à la banque. Les lettres se ressemblent, mais la boucle du S part dans le mauvais sens. La DGCCRF a été informée. La banque a confirmé la falsification. Sylvie s'est levée si brusquement que le cahier de cantique a glissé du banc. Elle a attrapé son sac et est sortie par la porte latérale. Henri l'a appelée. Elle n'a pas ralenti d'un pas. Martine s'est tournée vers moi et a murmuré qu'elle était désolée. J'ai rangé mon téléphone. Ce n'était pas sa faute. Après l'office, Henri m'a appelé depuis le parking. Il m'a dit qu'il me croyait et qu'il regrettait de ne pas avoir posé plus de questions avant ce matin. Il restait 2 semaines avant la vente aux enchères. Assise à mon bureau, chez Leblanc et Webb, j'ai relu ma liste une dernière fois. Premier point, un chèque de banque établi au nom du greffe du département pour 118 000 €. J'avais calculé 65% de la valeur marchande plus une marge de 5%. Le chèque était dans le tiroir de mon bureau à la maison, glissé dans une enveloppe de la banque Crédit Mutuel, enfermé dans un coffret ignifugé que j'avais acheté en papeterie. Deuxième point, la société Jourdan et Associés Conseil, immatriculée, accord de fonctionnement signé, numéro fiscal en règle. Ce n'était pas un nom imprimé sur une carte de visite froissée, c'était une vraie structure, avec son propre compte bancaire, son propre identifiant fiscal, son propre avenir. Troisième point, Alain Marais inscrit comme représentant. Il porterait le numéro 14. Je me tiendrai derrière lui. Colette était au courant. Elle avait été la première à qui j'en avais parlé, un matin dans son bureau, porte vitrée fermée, 2 cafés sur la table. Elle m'avait demandé si j'étais sûre de moi. Je lui avais répondu que depuis quand elle m'avait connue incertaine face à un chiffre. Elle avait ri. Pas le rire poli qu'on sort pour faire bonne figure, le vrai, celui qui vient du ventre. Puis elle avait voulu savoir ce que je ferais de la maison si je l'obtenais. Je lui avais dit que j'en ferais quelque chose que ma mère n'avait jamais pu faire. Elle m'avait regardée, attendant la suite. J'avais ajouté que je voulais en faire un endroit où les gens se sentent les bienvenus. Elle n'avait rien répondu. Elle avait juste hoché la tête, lentement. Ce soir-là, je suis rentrée et j'ai fait une dernière chose. J'ai rempli une boîte de rangement, pas grande, juste de quoi tenir des dossiers. Dedans se trouvaient toutes les déclarations fiscales, les chèques annulés, 8 ans de relevés bancaires, les impressions du rapport de crédit, le dossier de prêt hypothécaire, le dépôt à la DGCCRF. J'ai fermé la boîte avec du ruban adhésif, j'ai écrit le mot « preuve » au marqueur sur le couvercle et je l'ai rangé dans mon placard. Pas pour m'en servir, juste pour savoir que chaque chiffre était là, quelque part, à portée de main. La veille de la vente aux enchères, mon téléphone a sonné à 22h22. François. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Il m'a dit qu'il vendait leur maison le lendemain. Sa voix était dépouillée de tout. Aucune précaution, aucun filtre. Juste un homme qui perdait ce qui lui restait. Je lui ai répondu que je savais. Il a continué. 39 ans dans cette maison. Gauthier ramené de la maternité dans cette maison. Moi aussi. Il a marqué une pause, puis il a énuméré. La rambarde de la terrasse réparée 2 fois. Le chauffe-eau remplacé. L'érable planté dans le jardin devant parce que ma mère trouvait que la rue manquait de verdure. Il listait, comme les gens le font, quand ils essaient de retenir quelque chose en le nommant, pièce par pièce. Est-ce que je pouvais faire quelque chose ? Ce n'était pas vraiment une question. Et ma réponse, je l'avais dans la gorge depuis des semaines. Il n'y avait rien que j'étais prête à faire. Il a entendu la différence dans ma voix. Je le sais parce qu'il s'est tu. 7 secondes exactement. Je les ai comptées. Il a dit qu'il comprenait. Puis il a ajouté qu'il était désolé de n'avoir jamais pris ma défense. Qu'il l'avait voulu, chaque fois. Je lui ai dit que je savais, que c'est juste qu'il ne l'avait pas fait. Ouais, il a soufflé. Encore le silence. Pas un silence de réconciliation. Celui qui s'installe entre 2 personnes qui n'ont plus de nouvelles façons de se décevoir. Il m'a dit que ma mère était dans le salon, assise dans le noir depuis 17 heures, qu'elle n'avait pas allumé. J'ai fermé les yeux, pas par pitié, par reconnaissance. Je savais exactement ce que c'était, rester assise dans le noir, dans cette maison. « Bonne nuit, papa. Bonne nuit », il a dit. J'ai posé le téléphone, j'ai réglé le réveil pour 6 heures. J'ai sorti mon blazer marine du placard, celui que j'avais acheté pour la cérémonie de remise de mon diplôme d'expertise comptable au Centre des Congrès de Mulhouse. Je les avais tous invités. Aucun n'est venu. Sylvie avait prétendu avoir la migraine. François avait dit qu'il ne pouvait pas rester assis aussi longtemps. Gauthier n'avait même pas répondu au message. J'ai repassé le blazer lentement, en aplatissant chaque pli.
Le lendemain n'était pas une question de vengeance, c'était une question de comptabilité, et j'étais très, très bonne en comptabilité. Les marches du tribunal du département étaient froides à 9 heures du matin. Fin avril, mais l'air avait encore cette morsure normande. Ciel gris, 2 degrés à peine. Le genre de matin où ton souffle fait de petits nuages qui disparaissent avant que tu finisses ta phrase. Je suis arrivée à 8h45. Blazer marine, cheveux attachés. L'enveloppe de lion sous le bras. Alain Marais marchait à côté de moi dans un costume anthracite, serviette d'une main, pancarte numéro 14 de l'autre. On ne parlait pas. Tout avait été dit dans son bureau. J'ai regardé la foule. 15, peut-être 20 personnes sur les marches et le trottoir. Quelques investisseurs en veste polaire avec des blocs-notes. 2 voisins que je reconnaissais. Madame Pauline, la dame au flocon d'avoine, se tenait près du mât du drapeau dans son manteau de laine verte et m'a adressé un petit signe de tête. Et c'est là que je les ai vus. François s'appuyait contre la rambarde en fer, une main sur la barre, l'autre dans le bas du dos. Il portait sa vieille veste de travail, la toile avec la poche déchirée qu'il n'avait jamais recousue. Sylvie était à côté de lui dans le manteau bordeaux en laine que je lui avais offert 3 Noëls plus tôt. Les cheveux coiffés, le rouge à lèvres mis. Même là, à la fin de tout, elle s'habillait pour le regard des autres. Gauthier se tenait en retrait près des orodateurs, bras croisés, capuche baissée sur le front, les yeux dans le vide. Le commissaire-priseur, un agent du département qui s'appelait Renard, a installé un petit pupitre en haut des marches. Il a trié ses papiers, ajusté un micro dont personne n'avait besoin et a toussé dans son poing. « Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour la vente aux enchères publiques du lot 47, propriété résidentielle située au 814 Allée des Érables, Montbrison. Mise à prix initial, 95 000 €. J'ai retenu ma respiration. Alain a levé la pancarte numéro 14. Un investisseur au premier rang, pantalon beige, doudoune sans manches, a levé la main. 95, une femme derrière lui. 98, l'homme a renchéri. 101, Alain a levé notre pancarte. 105, voix posée, sans pression, comme s'il commandait un café. La femme a décroché à 108. L'homme à la doudoune a tenu. 110, 112, Alain, 114. L'homme a vérifié son téléphone, a tapé quelque chose, a relevé la tête. 114 500. J'ai effleuré le bras d'Alain, le signal convenu. Vas-y, 118 000 €. Sa voix a porté net sur tout le parvis. L'homme à la doudoune a regardé son téléphone une dernière fois, a secoué la tête, l'a glissé dans sa poche. Une fois à 118 000 €. La voix du commissaire était plate, mécanique. C'était un mardi ordinaire pour lui. 2 fois. Silence. Aucune autre pancarte. Adjugé au numéro 14, cabinet Jourdan et associés conseil. La tête de Sylvie s'est redressée d'un coup. Le nom l'a frappé comme certains mots font, pas pour ce qu'ils signifient au premier instant, juste pour leur son. Jourdan. Elle a scruté la foule. Gauthier a quitté le trottoir, les bras qui se dépliaient lentement. Qui ça? C'est qui? François n'a pas bougé. Il fixait les marches du palais comme s'il lisait quelque chose d'écrit dans le béton. Le commissaire a continué. Le numéro 14 est prié de s'approcher avec son règlement et ses pièces d'identité. Allard a avancé, serviette à la main. Sylvie a bousculé 2 personnes pour atteindre l'estrade. C'est qui ça? Qui a acheté notre maison? Allard s'est retourné, professionnel, impassible. Mon client, le propriétaire du cabinet Jourdan et associés conseil. La voix de Sylvie a monté d'un cran. Jourdan, c'est notre nom. Qui ça? Et là, je suis sortie de derrière Allard. Dans l'espace entre mon avocat et ma mère. Veste marine, cheveux attachés, l'enveloppe de lion dans ma main gauche. Bonjour maman. Sylvie m'a regardée. Sa bouche s'est ouverte, refermée, rouverte. Le manteau bordeaux que je lui avais offert semblait se resserrer sur ses épaules. Ou peut-être qu'elle se ratatinait, tout simplement. Toi, c'est toi qui as acheté notre maison? Le cabinet Jourdan et associés conseil a acquis ce bien lors d'une vente judiciaire publique. Légalement, avec des fonds documentés que j'ai gagnés sur 8 ans. J'ai levé l'enveloppe. Chaque versement vérifié. Chaque euro comptabilisé. Je suis comptable, maman. C'est ce que je fais. Gauthier a écarté 2 personnes et s'est planté à 1 mètre de moi. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. Tu ne peux pas juste acheter la maison de quelqu'un. Je n'ai pas acheté la maison de quelqu'un. J'ai acheté un bien saisi, comme n'importe quel autre acheteur présent aujourd'hui aurait pu le faire.
La différence, c'est que je connais chaque fissure dans ses fondations. C'est moi qui ai payé pour les reboucher. La voix de Sylvie est revenue, plus aiguë, tremblante. Après tout ce qu'on a fait pour toi, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Je n'ai pas crié, je n'accusais pas, je demandais juste. Comme on demanderait à quelqu'un de clarifier une facture. Citez-moi une chose, maman, une seule. Elle a ouvert la bouche, rien n'est sorti. Je vais vous en citer quelques-unes, moi. 312 mensualités de crédit, 8 ans de mutuelle santé pour papa, les charges chaque mois, la taxe foncière 2 fois par an, 186 000 €, de la fille que vous avez traitée de fardeau à votre propre table de Noël. La foule s'était figée. Martine avait la main sur la bouche. Papa Renard avait reposé ses lunettes dans sa poche. Je ne m'arrêtais pas. Un fardeau ne règle pas 312 mensualités. Un fardeau n'arrive pas à une réunion avec un chèque de banque de 186 000 €. Un fardeau ne crée pas une société et n'achète pas une maison aux enchères. Gauthier a bougé. François l'a saisi au poignet plus vite que je ne l'aurais cru possible. Gauthier tirait, les dents serrées. « Rends-la nous, c'est notre maison. Tu ne peux pas faire ça. » Je lui ai répondu que je n'avais rien pris, que c'est lui qui l'avait perdue, avec une signature falsifiée, un notaire fictif et 47 000 € partis dans un pick-up et 2 voyages à Las Vegas. Il a cessé de tirer. Son visage est devenu blanc. Pas pâle, blanc. Sylvie a crié. Pas des mots, juste un son. Quelque chose de brut, sans forme. Le genre de cri qui sort quand toutes les versions d'une histoire qu'on s'est racontée s'effondrent en même temps. Un agent de sécurité s'est avancé. Martine n'avait pas bougé d'1 millimètre. Papa Renard a remis ses lunettes, lentement, comme un homme qui vient de voir quelque chose qu'il doit examiner de plus près. Le silence est revenu. La respiration de Sylvie restait saccadée, creuse, le genre qui suit une dépense totale de soi-même. L'agent se tenait entre Gauthier et nous, une main levée, paume ouverte. François tenait encore son frère. Gauthier regardait le sol. J'ai sorti une feuille de ma pochette. Je l'avais tapée la veille, mise en page comme une proposition commerciale. Claire, centrée, sobre. Cette propriété sera rénovée et reconvertie en centre de ressources communautaires pour les femmes et les familles en situation de crise. L'établissement proposera des hébergements temporaires, des ateliers de gestion financière, des orientations vers une aide juridique et des services de conseil aux familles. J'ai levé les yeux. La foule regardait. Pas ma famille. Ils avaient cessé d'être mon public depuis longtemps. Je parlais à Montbrison. Il s'appellera le Centre Famille de Montbrison. J'ai replié la feuille et glissé l'enveloppe sous mon bras. Cette maison n'a jamais été un foyer pour moi, mais elle va le devenir pour des gens qui en ont vraiment besoin. François a fermé les yeux. 2 larmes ont coulé sur ses joues. Il ne les a pas essuyées. Il est resté là, la main sur le bras de Gauthier, immobile, comme quelqu'un qui se retrouve sous une pluie d'où il ne peut pas sortir. Gauthier a marmonné quelque chose que je n'ai pas entendu. Sa voix avait perdu toute consistance. L'arrogance avait disparu. Ce qui restait, c'était juste un homme en sweat à capuche par un matin froid, qui comprenait enfin que ce qu'il avait volé et ce qu'il avait perdu faisaient partie du même échange. Madame Oates s'est avancée depuis la foule. Je veux bien donner un coup de main. Puis Al Grégoire, puis Martine Bertrand, de l'église, puis une femme que je ne reconnaissais pas. J'ai appris son nom plus tard, Denise, mère de 3 enfants, qui avait quitté un mari violent l'année d'avant. Sylvie se tenait seule. La foule s'était déplacée. Elle n'était plus autour d'elle, elle était autour de moi. Les gens se sont dispersés lentement, comme après quelque chose qu'on va raconter pendant des années. Des mains serrées, quelques embrassades. Allard s'occupait des papiers avec le greffier du tribunal à l'intérieur. Sylvie est allée à sa voiture sans se retourner. Gauthier suivait à 10 pas derrière, téléphone à l'oreille, déjà en train d'appeler quelqu'un. François, lui, est resté. Il se tenait au bas des marches du tribunal, les mains dans les poches de sa veste, et il me regardait comme on regarde un avion décoller, en sachant qu'il part quelque part où on ne peut pas suivre. Je me suis approchée. On s'est fait face. Il a dit qu'il avait acheté la maison. Oui, pour aider des gens. Oui, il a hoché la tête, lentement, prudemment, comme si quelque chose lui faisait mal. Puis il a glissé la main dans sa veste et sorti un papier plié, vieux, jauni, froissé au pli. Il l'avait trouvé au grenier la semaine d'avant. Il allait le jeter avant que la banque arrive. Il me l'a tendu. Je l'ai déplié. Mon certificat de compétition de mathématiques. 3e année de collège. Première place, niveau régional. 14 ans. Le soir où personne n'avait fêté ça. Il l'avait gardé. Toutes ces années.
Il a dit qu'il était fier de moi, qu'il voulait que je le sache. J'ai regardé le papier, puis son visage. J'ai dit « Au revoir, papa », sans ajouter quoi que ce soit d'autre. J'ai plié le certificat et je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, celle qui est juste contre la poitrine. Puis j'ai marché vers ma voiture. Je n'ai pas regardé derrière moi. Assise dans l'habitacle, moteur allumé, les deux mains sur le volant, j'ai repensé à ce que François avait dit ce soir-là au téléphone. Il avait parlé de ma fierté et de ma joie. Il voulait dire Gauthier. Mais là, avec l'acte de propriété à mon nom et ce certificat contre mon cœur, j'ai compris que la phrase était fausse depuis le début. Personne dans cette famille n'avait jamais été ma fierté. Personne n'avait jamais été ma joie. Ces mots m'appartenaient, à moi seule, maintenant. J'ai enclenché la marche arrière et je suis partie. 3 mois ont passé. Le printemps a laissé place à l'été. La justice a fait ce qu'elle fait toujours, lentement, méthodiquement, sans aucune émotion. Gauthier a été mis en examen pour usurpation d'identité et fraude bancaire par le procureur du département. Le cabinet de conseil financier Allard avait aussi déposé une plainte, mais l'affaire fédérale a été suspendue au profit des poursuites locales. Gauthier a accepté un accord, 18 mois de mise à l'épreuve, un casier judiciaire permanent et le remboursement intégral de ce qu'il m'avait pris, 47 000 €, étalé sur 5 ans, par saisie sur salaire. Il chargeait des palettes dans un entrepôt près de Lancelot pour 12 € de l'heure. Pas de carte de visite. Damien Renard a perdu sa licence de notaire définitivement. Le département de Normandie l'a révoqué après confirmation de la falsification. Il a écopé d'une amende de 5 000 € et ne pourra jamais se réinscrire. Sylvie et François ont quitté le 814 de l'Allée des Érables 2 semaines après la vente aux enchères. La sœur de Sylvie, Carole, les a hébergés. Elle avait une chambre libre à Mulhouse. Ils en ont été chassés 2 mois plus tard. Trop de drame, elle a dit à François. Ils ont fini dans un petit appartement d'une pièce à Lancelot. François vivait de son allocation. Sylvie a trouvé un mi-temps dans une mercerie. A couper du tissu et tenir une caisse. Son premier emploi payé en 26 ans. Je n'avais jamais autant aimé une maison en chantier. Tout l'été, l'allée des Érables a ressemblé à un tas de gravats avec une adresse. On a utilisé 50 000 € du compte de la société, 40 000 d'une subvention de développement communautaire que j'avais demandé au département et 10 000 de Colette, qui m'avait tendu un chèque personnel le jour même où je lui avais annoncé que les plans étaient validés. Elle n'avait même pas attendu que je finisse ma phrase. Nouveau mur, nouveau sol, nouvelle peinture. Un bureau d'accueil dans la pièce de devant, là où la table du réveillon trônait autrefois. 4 logements transitoires à l'étage dans les anciennes chambres. Une salle de réunion au sous-sol, l'espace que Gauthier avait occupé pendant des années. Le centre famille de Montbrison a ouvert ses portes en mars. Ce matin-là, j'étais debout dans l'entrée et je regardais partout sans vraiment savoir quoi ressentir. Les murs étaient d'un gris clair, propre, rien à voir avec les lambris sombres que Sylvie n'avait jamais voulu toucher. Le parquet stratifié sentait encore le neuf. Au-dessus du bureau d'accueil, une banderole. Chacun mérite une place à la table. Madame Renard a coupé le ruban avec des ciseaux de cuisine qu'elle avait apportés de chez elle parce que personne n'avait pensé à en acheter des vrais. Le pasteur a dit quelques mots. Colette prenait des photos avec son téléphone, elle ne s'arrêtait plus. 47 bénévoles inscrits. Je connaissais le chiffre exact parce que je tenais un tableau. Une jeune femme est entrée 20 minutes après la coupure du ruban. 2 enfants dans les jambes, un garçon d'environ 4 ans et une fille d'environ 6. Elle a demandé si les logements étaient disponibles. Je me suis assise avec elle au bureau, j'ai sorti les formulaires d'admission et j'ai commencé à poser les questions. Nom, situation actuelle, personne à charge, contact d'urgence, exactement comme je remplissais un dossier fiscal. Calme, méthodique, attentive. Mais ce n'était pas pareil. Cette fois, les chiffres voulaient dire un toit. Ils voulaient dire dormir dans un lit cette nuit au lieu d'une voiture. J'ai levé les yeux vers le mur où la photo de Noël en famille avait toujours été accrochée. 3 visages souriants, jamais 4. À sa place, il y avait maintenant la mission du centre, encadrée, signée par les 47 bénévoles. 47 signatures, toutes vraies. Ce jour-là, j'ai compris que ce qu'on porte de plus lourd, ce n'est pas l'hypothèque d'un autre. Ce n'est pas non plus son orgueil. C'est ça, le poids le plus écrasant. Croire qu'on leur doit sa vie à des gens qui n'ont jamais dit merci. Pas une seule fois. C'est là que mon histoire se termine. Et que le centre famille de Montbrison commence vraiment.
312 chèques, une signature falsifiée, une serviette de Noël que j'ai pliée mais que je n'ai jamais récupérée. Si tu as déjà été celle qui tient tout en silence, celle qu'on oublie de remercier, tu sais déjà ce qui compte vraiment. Partage cette histoire, laisse un commentaire et abonne-toi à Calme Drame Stories.